c'est pas compliqué. J'ai épousé un Suisse, qui était un très grand ophtalmologue suisse, le bras droit du professeur à Genève qui a découvert la greffe de la cornée. Et voilà, mon mari était un excellent ophtalmologue, très grand chirurgien, et il a demandé on lui a demandé s'il voulait bien venir au Moyen-Orient, parce qu'au Moyen-Orient, il n'y avait pas beaucoup de bons ophtalmologues. Alors, c'était juste avant la guerre du Liban. Nous venions de nous marier. Nous avions un bébé, un enfant déjà, j'en ai eu 5. Et mon mari a réfléchi, il a trouvé que c'était très intéressant. Dans ma famille, tout le monde était contre, parce que mon père pensait qu'au Liban, ça n'irait pas. Il disait, quand on est à Genève et qu'on a un poste important et agréable et très instructif, où il faisait un très bon travail, on ne va pas au Liban. Finalement, il a dit oui, moi j'y vais, et moi j'ai dit, je suis mon mari. Hein, moi je suis de la génération où on suit son mari. Voilà, alors on l'a suivi, nous sommes arrivés au Liban. Alors pour vous faire vite les choses, au début, j'ai eu un petit peu de mal à m'adapter à ce pays, qui est un très beau pays, que j'ai aimé par la suite, mais au début, c'était des habitudes que je n'avais pas, c'était un genre de vie que nous n'avions pas, donc il a fallu s'adapter. Loin, moi j'étais très jeune, parce que je me suis mariée à 19 ans, et donc j'avais du mal à m'adapter à ce pays, loin de la famille, loin du pays, etc. Mais je l'ai fait, mon père est venu, il connaissait l'ambassadeur de France, bien, c'était un ami, qui lui a dit, il faut que votre fille nous aide. Surtout qu'il y avait des bruits de bottes, ça veut dire, les bruits de bottes, ça veut dire des bruits de guerre, donc il fallait aider les Français. Et c'est ce que j'ai fait. En 1973, les bombardements ont commencé au Liban. Et vraiment très fort, parce que nous habitions le rond-point de l'aéroport, et là, il y avait les camps palestiniens. Et nous étions là. Donc, on avait les bombardements, etc. C'était affreux. Donc, on a fui. On est allé dans un autre quartier de Razmiyeh, un peu en dehors de Beyrouth, mais à Beyrouth, enfin tout près, à la frontière. Et nous sommes installés là, et les bombardements nous ont suivis. Ça a duré, c'était tous les jours que Dieu a créé, on avait des bombardements. À ce moment-là, donc, on m'a demandé de rentrer à la bienfaisance française. Et je suis devenue présidente de la bienfaisance. Et petit à petit, en 1975, vous avez la guerre au Liban, effroyable. Et si vous voulez, la guerre d'Alep, c'est la guerre qui a eu au Liban. La même chose, c'était épouvantable. Donc je me suis occupée de la bienfaisance, très vite j'en ai été présidente. Et donc c'était très important parce qu'il y avait énormément de misère, il y avait énormément de blessés, il y avait énormément de personnes sans argent, sans nourriture, blessées, etc. Et puis on m'a demandé de faire partie de l'Union des Français du Liban. C'était une association qui était locale, qui n'était pas enregistrée à Paris. Alors très vite je me suis aperçue que ça ne m'intéressait pas beaucoup. Parce que c'était vraiment libanais, et moi je voulais travailler pour la France. Alors, bon, le temps a passé, j'ai continué la bienfaisance, et puis un beau jour on m'a demandé de me présenter au Conseil supérieur des Français de l'étranger, ce qui maintenant, on les appelle les conseillers. Mais moi c'était le Conseil supérieur des Français de l'étranger. J'ai été élue, et me voilà partie à Paris pour le Conseil supérieur. Et à Paris, j'ai fait partie tout de suite d'un tas de choses aussi. Et là, on m'a demandé de venir 4 fois par an pour assister aux réunions, pour rapporter les besoins des Français de l'étranger à Paris. Et là, il y avait de quoi faire et de quoi dire avec cette guerre qui était épouvantable. Et ça, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a su, tout le monde l'a entendu, et tout le monde... voilà. Et donc, en même temps que j'étais déléguée au Conseil supérieur, je me suis aperçue que l'Union des Français de l'étranger, qui est une association officielle en France, inscrite en France d'une façon officielle, n'existait pas au Liban. Alors je l'ai créée. J'ai créé la section Liban. Et ça a été
une explosion. 3 mois après, j'avais entre 300 et 400 membres, et j'ai quitté avec 2300 membres. Plus grande section au monde. Mais, si vous voulez, pourquoi ça a eu tellement de succès? D'abord parce qu'on travaillait beaucoup. J'avais créé... Ça vous intéresse? Ah oui. Oui. Ça va? Oui, très bien. Oui. J'ai créé un système, c'est-à-dire des chefs de routage dans tous les quartiers du Liban, partout, dans toutes les villes, des chefs de routage. Chacun avait un quartier, et chaque Français, franco-libanais, il y avait beaucoup de franco-libanais, pas beaucoup de Français d'origine avec la guerre, on était partis là, mais les franco-libanais, il y en avait, et donc ils étaient dans chaque quartier, et ils rendaient visite aux Français. Je leur donnais les listes que j'avais en tant qu'officiel, j'avais les listes et j'avais le droit d'aller voir les Français, donc je les communiquais à mes compatriotes, et il y avait une visite faite dans toutes les familles pour apporter la voix de France, car nous avons un journal qui est très intéressant. On apportait la voix de France nous-mêmes, on prenait la cotisation. Si les personnes ne pouvaient pas payer, on les aidait, avec ce que nous gagnions avec nos interventions, nos fêtes, etc. Malgré la guerre, on faisait des fêtes. Parce que dès qu'il y avait un calme, hop, on faisait quelque chose pour réagir et continuer à vivre. Donc, c'était très utile parce que les chefs de routage rendaient visite aux familles, questionnaient les familles, ils devenaient des amis, et c'était le petit café libanais, les petits gâteaux, les petits bonbons, je ne sais pas quoi, et tout le monde était heureux de ces rencontres. Et ça a fait notre succès. Parce que ces gens-là avaient vraiment besoin d'un contact avec la France, d'être rassurés, de savoir que notre pays était là pour rapatrier s'il y en avait besoin. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de rapatriements. J'ai fait beaucoup de rapatriements avec le consul général. Et voilà comment ça s'est passé. Et petit à petit, avec les années, je suis partie avec 2300, entre 2300 et 500 membres inscrits à Paris avec cotisation payée. Première section au monde. Donc on a fait beaucoup de choses, mais je pense que ce succès est dû aussi à la guerre, dans le sens qu'il fallait absolument travailler et faire le plus bien possible et rassurer la population. Il n'y avait pas de quoi rassurer parce que c'était terrible, mais bon. Et en même temps, moi j'étais très liée au consul général en tout bien tout honneur, pour travailler avec lui, pour aller quelquefois ramasser les Français par terre et les accompagner à leur dernière demeure seuls. On allait les enterrer seuls. Et voilà, je pourrais vous raconter pendant des heures, mais ce n'est pas le moment, parce qu'on a d'autres choses à faire. Et donc, un jour, on m'a dit, mais il faut penser au Sénat. Et ma foi, ça a quand même été très dur la vie au Liban pour moi, parce que la guerre a duré 20 ans pratiquement. Donc 20 ans de souffrance, de difficultés, de souffrance personnelle. J'ai eu mes souffrances personnelles très importantes en famille, et donc mon mari commençait à vieillir, il avait eu un trajet extraordinaire, il opérait n'importe quoi quand même. Heureusement, il avait fait de la chirurgie générale avant de faire de l'ophtalmologie, donc il a pu aider à l'hôpital du Sacré-Cœur où nous habitions à côté. Donc tous les blessés qui arrivaient, les médecins étaient partis et on appelait le docteur Kamerman. Et hop, le docteur Kamerman venait, opérait, etc. C'était notre vie. Donc quand on m'a parlé du Sénat, je me suis dit, un jour il faut repartir, donc c'est l'occasion de repartir. C'était un petit peu douloureux pour tout le monde, parce qu'on était quand même très habitués, on a beaucoup d'amis, on a fait beaucoup de choses, voilà, et moi je continue à travailler beaucoup à Paris, avec le Conseil supérieur, pour aider les Français du Liban, et ça marchait, les écoles, la CFE dont je faisais partie complètement, le conseil d'administration, le CEFR pour rapatrier les gens, j'étais dans le conseil d'administration, tout ça, c'était bien parce qu'on obtenait beaucoup de choses. Et donc j'ai accepté, puis j'ai été élue tout de suite, la première fois, première de mon groupe, la deuxième fois, première de mon groupe. Je ne le dis pas comme ça pour me vanter, hein, mais voilà. Et ma foi, je me suis trouvée devant une situation très agréable, parce que le Sénat, c'est merveilleux. D'abord, les locaux sont splendides.
On est ébloui par le Sénat, par le Jardin du Luxembourg, par tout ça qui appartient au Sénat. C'est immense, hein. Et j'ai 2 assistantes qui sont adorables, toutes les 2. Au début, il a fallu se frotter un petit peu parce que, bon, il faut apprendre à se connaître, mais ça a été très vite. Elles sont très bien, elles sont très gentilles, elles ont plein de cœur. Parce que pour moi, le cœur prime. Si on n'a pas le cœur, ça vaut rien. Si on n'écoute pas, ça vaut rien. Donc, c'était important. Et j'ai obtenu ça. Malheureusement, mon mari est tombé malade. Et d'une maladie d'Alzheimer, qui est épouvantable. Alors, travailler au Sénat avec un mari qui a Alzheimer et dont on veut s'occuper, et nous étions un très très bon ménage, très heureux, on s'est toujours aimés. Et donc, il n'y a jamais eu de problème entre nous, majeur. Il y a eu des problèmes de santé dans ma famille, mais ça n'avait rien à voir avec nous deux, au contraire. Et voilà, le Sénat était pour moi... J'ai tout de suite fait partie de la commission sociale pour continuer à faire du social, continuer à aider, continuer à améliorer. Et puis un beau jour, j'ai dit, mais moi j'en ai assez du social. Hein. Ça fait 20 ans au Liban, j'étais dans la commission sociale au Conseil supérieur, je vais au Sénat, je me mets dans la commission sociale. Au bout de quelques temps, parce que ça fait 13 ans que je suis sénateur, et j'ai dit non, moi je veux aller dans la commission de la défense, des armées et des affaires étrangères. Ce qui m'intéressait aussi énormément, et ça a été accepté. Donc je suis dans la commission des armées, de la défense et des affaires étrangères. Alors c'est passionnant, parce que nous avons un ministre des Affaires étrangères qui est remarquable, Le Drian. Et avec lui, il vient très souvent nous voir, il nous fait part de la situation exacte. Bien sûr, c'est confidentiel, tout ce que nous savons, tout ce que nous entendons. Mais il y a des choses que je peux vous dire quand même, c'est que la France est en grand danger, que la France est menacée d'attentats tout le temps, que le service des renseignements, on a de la chance, est remarquable. Remarquable. Il y a déjà eu beaucoup d'attentats qui ont été évités à cause des renseignements. Sinon, je ne sais pas où on serait. Et que Daesh et les islamistes comme Daesh, mais il y a beaucoup d'islamistes, il y a beaucoup de musulmans qui sont très bien et que nous reconnaissons et que nous aimons, et il y en a en France d'excellents, mais il y a Daesh qui veulent nous couper la tête. Elle a coupé la tête des chrétiens. Ils en veulent aux chrétiens. Et surtout, ils en veulent à la culture. Alors, qui dit culture, c'est bon à abattre. Les écoles, si bien qu'on a demandé aux parents d'élèves d'accompagner juste en classe les enfants, pour ne pas avoir la responsabilité des enfants dans le trajet. Alors, on les accompagne dans les classes. Et puis, les universités, c'est extrêmement dangereux aussi. Ils en veulent aussi aux universités. Au Louvre, d'ailleurs, il y a eu une petite tentative, heureusement minime, qui a tout de suite été arrêtée, mais je veux dire, voilà, le Louvre, la Sainte-Chapelle, si vous connaissez Paris, c'est une merveille de notre pays, Notre-Dame de Paris, les musées, l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, etc., etc. Tout ce qui est culture et la chrétienté, ça, c'est à abattre. Donc nous vivons dans cette atmosphère. Bien sûr, nous qui sommes dans la commission, on est plus informés que n'importe qui, donc on a davantage peur et il y a des choses qu'on ne peut pas dire, bien entendu. Et voilà la vie. Alors nous avons, naturellement, nous sommes très souvent dans l'hémicycle. Nous devons naturellement penser à faire des lois et des amendements et être très présents et discuter et écouter aussi. Nous avons le gouvernement qui est toujours là quand il y a des questions au gouvernement. Je vous engage à regarder la télévision et vous verrez que vous suivrez, vous le faites peut-être. RCP, oui, puis je leur ai montré avant que vous veniez sur YouTube, je leur ai montré vos interventions au Sénat avec Gérard Larcher. Oui, avec Gérard Larcher. Et moi je suis juste derrière le gouvernement. Oui, on avait vu. C'est comme ça. Ah, vous m'avez vu? Oui, ça va bien. Oui, je suis là, je suis juste derrière. Et j'ai observé malheureusement quelquefois que les femmes du gouvernement ne sont pas très... voilà, sans le vouloir, j'entends leur conversation, je suis juste comme ça,
Alors j'entends ce qu'elles disent et c'est pas toujours très intéressant, c'est pas toujours dans le contexte dans lequel nous travaillons. Mais il y en a quand même qui sont très bien et je vous dis, le ministre Le Drian est remarquable. Alors Madame le sénateur, nous avons eu le grand plaisir d'accueillir Gérard Larcher au lycée. Je vous montrerai un écrit qu'il m'a envoyé après. On va peut-être passer... Alors si je peux seulement vous dire que Gérard Larcher, c'est un merveilleux président du Sénat. Il est honnête, il est droit, il est gentil, il est humain. Dès qu'il voit quelqu'un de malheureux, il s'en occupe, il nous embrasse, il nous aime, et nous aussi on l'aime. Enfin vraiment, on travaille avec un président. Je suis sa cousine de Normandie. C'est vrai? Vous avez une parenté? Non, c'est vrai? Non, je pense qu'on n'a pas cherché, on a trouvé des... oui, il faut que je creuse un petit peu, mais je pense que c'est... Bah écoutez, vous avez un merveilleux cousin. Et je vous assure, on l'aime, nous on l'aime, on est... Voilà. Voilà. Merci beaucoup. On voudrait bien, mais je crois que le temps... La deuxième question. La deuxième question, oui, Marie. La deuxième question, c'est quels sont vos engagements en tant que sénatrice? Mais je crois qu'on y a déjà un peu répondu. Les engagements, c'est-à-dire que moi, je suis, bon, je ne sais pas s'il faut en parler ici, hein, vous le relèverez si vous ne voulez pas, je suis un personnage de droite, mais pas de gauche. Mais je suis surtout gaulliste, parce que ma famille est gaulliste. Maman, pour la petite histoire, elle était une amie du général. Elle sortait avec lui, c'était la famille de Gaulle et la famille de ma mère étaient très liées. Voilà. Et j'ai une maison qui était à Londres des premiers jours avec le général, et on en parle dans ses mémoires, d'ailleurs, c'est Pierre Adigar des Gauthier. Donc j'ai été élevée dans ce milieu du gaullisme, et nous, dans notre famille, nous avons beaucoup admiré le général, parce que c'était un homme merveilleux aussi qui aimait la France, qui était complètement intègre. Et pour la petite histoire, je vais vous raconter qu'à l'Élysée, quand il avait sa famille à déjeuner ou à dîner, il payait lui-même le repas de sa poche. Il ne voulait pas que ce soit la France qui paye les repas de sa famille. Vous savez, moi je connais personne qui fait ça. Par les temps qui courent. Voilà, mais c'était remarquable, vous voyez, ça c'est... Bon, alors moi j'ai été élevée dans ce milieu, tout naturellement, bon, je me suis mis à aimer cette mentalité, cette bonne éducation, avec beaucoup de simplicité, beaucoup de dévouement aussi, beaucoup de dévouement. Donc voilà. Merci. Ça vous va? Très bien, parfait, merci.